commencer tout de suite vif du sujet sur notre petite news hardware. Et autant dire que ce qui était la news de l'outsider au début de l'année, aujourd'hui est carrément inscrit dans la tendance Microsoft. Donc c'est plus la news hardware, c'est la news Nvidia. C'est ça. Officielle. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Il y a eu leur conférence, c'est ça notamment ? En fait, là, on est vraiment dans la période où il y a les grandes messes des entreprises de la Silicon Valley qui ont lieu, pratiquement une par mois là. Donc, il y a eu la GTC, donc, qui est la grande messe Nvidia annuelle, où ils invitent tous leurs partenaires, tous leurs clients potentiels pour présenter leur roadmap pour l'année à venir et les années suivantes. Donc c'est quoi la vision T'étais avec popcorn, casquette Nvidia. Popcorn, télé. Moi, j'étais vraiment comme un geek à fond. Donc, la conférence dure 2 heures. Et moi, il y a 3 aspects qui m'ont vraiment marqué sur cette conférence-là. Bon, déjà, sans trop de surprise, c'était l'IA. Mais 3 aspects sur leur nouvelle plateforme qui s'appelle Blackwell, qu'ils ont annoncé et qui a vraiment détaillé de A à Z pour l'IA générative. Donc, il y a 3 faits marquants. Donc, il y a la puissance, il y a la partie environnementale et il y a la partie vision qu'a Nvidia sur l'IA générative de demain. Donc, en termes de puissance, déjà, les chiffres, ils sont astronomiques. Je laisserai les personnes geeks aller voir vraiment en profondeur ce qu'ils ont fait. Mais ils ont annoncé surtout avoir travaillé sur la partie inférence des LLM. Donc en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'au final, oui, il y a besoin de gros GPU aujourd'hui pour entraîner ces LLM, donc que ce soit OpenAI, Llama, etc. Mais on va dire plus de 80% du temps, c'est vraiment à l'utilisation de ces LLM-là qui nécessite énormément de puissance de calcul aujourd'hui des serveurs. Oui, parce que ton entraînement, potentiellement, tu l'as fait une fois. C'est ça. Et après, c'est du On voit bien OpenAI, une version GPT en fait. 3.5 à 4, on gagne 2 ans de connaissance du web, globalement. C'est ça. Mais tu vas pas le faire... Tu vas pas le faire tout le temps indéfiniment, en fait. Mais c'est surtout la démocratisation qui a inversé la tendance. C'est ça. L'entraînement est quand même très lourd en termes d'empreinte carbone et de pollution, mais avant, c'était utilisé par une poignée. Et quelques milliers ou dizaines de milliers de chercheurs sur la planète. Là, tu es en mode, il y a des millions, voire des milliards de gens qui l'utilisent, donc forcément, même si l'empreinte d'utilisation, elle est ridicule, c'est multiplié par des milliards de requêtes. C'est plus la même. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce qu'ils ont développé, une des métriques qui est intéressante, c'est qu'ils ont multiplié par 5 les performances sur l'inférence avec leur nouvelle GPU. L'inférence, c'est quand tu envoies une requête à ton IA, c'est pouvoir utiliser les compétences de ton LLM. Donc, ça interprète, ça comprend et ça te renvoie un résultat. C'est l'utilisation vraiment de ton LLM, c'est ça. Donc, multiplié par 5, ça veut dire quoi ? C'est que la capacité à générer des tokens, donc un token, c'est un mot anglais, on va dire, de 3 lettres à peu près, et il est capable d'envoyer 30 fois plus de tokens par seconde avec cette nouvelle infrastructure. Donc, ça veut dire qu'en termes de temps de réponse, entre le moment où tu envoies ta requête, ton prompt à l'IA générative et le moment où il te fait le retour, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus rapide en fait en termes d'expérience utilisateur. C'est comme si tu avais une vraie conversation et pas attendre 30 secondes, 1 minute. Ce qui est capital, notamment sur un sujet, nous on le voit à ce moment, on commence à avoir beaucoup de demandes de coupler la voix, pitch, donc la compréhension de ta voix, avec du LLM. Oui. Mais en vrai, quand tu le fais aujourd'hui, tu vas mettre devant ton moteur OpenAI un service Azure Speech, par exemple, et entre le temps de transcription de ta voix vers le texte, le temps de compréhension du LLM, son retour, tu as une décorrélation. C'est une latence, en fait. Tu as une latence, exactement, qui fait que tu peux pas avoir une conversation naturelle avec ton bot aujourd'hui. Enfin, il faut faire un peu comme sur les messages vocaux du Trix où ton message il est marqué comme enregistré avant que tu aies fini. C'est un peu comme ça, tu passes du contexte. Mais la force du LLM, normalement, c'est d'avoir le contexte. Donc le problème, c'est que si tu es obligé d'attendre la fin complète de ta réponse pour que lui analyse, en effet, tu n'auras jamais une expérience naturelle. Donc ça, c'est assez capital. Mais ça, tu vas avoir un sujet de langue. Parce que tu vois, sur les compréhensions de voix, en français, par exemple, ou les langues latines, le sujet, il est au début de la phrase. Exactement. Sauf que tu prends, par exemple, le japonais. C'est le gros problème, par exemple, quand tu regardes du YouTube en direct translate japonais, c'est une catastrophe. D'ailleurs, on salue tous nos fans japonais. Mais pourquoi c'est une catastrophe ? Parce que, sauf quand les gens qui n'ont pas l'habitude de parler en japonais pour du contenu web, donc avec auto-translation, quand ils parlent normalement, le sujet ou le morceau le plus important d'une phrase en japonais est à la fin. Et du coup, si le LLM ne l'a pas, il ne peut pas démarrer. Et c'est là où, tu vois, cette logique de préenregistrement, de préenvoi,
ça va pas marcher dans toutes les cultures. Et moi, je voulais aussi réagir quand tu parlais du temps de réponse amélioré. On voit, nous aussi, d'un point de vue pro, un grand classique. Tout le monde était très content de ChatGPT, de ses perfs, de ses réponses à usage public et gratuit. Quand c'est gratuit, c'est toujours bon, même si c'est nous le produit. Mais globalement, nous, on le voit maintenant à usage pro, le même produit, parce que ChatGPT 3.5, ChatGPT 4, c'est globalement ce qu'il y a derrière les outils pro. On est beaucoup plus exigeant. Ah bah c'est que même, moi j'ai des retours clients, ils disent non, j'en veux pas, c'est trop lent. Mais gars, tu t'y es intéressé parce que ça fait 1 an que tu fais Mumuse avec. C'est un des enjeux justement, parce que x30 du coup par le nombre de tokens par seconde, et un des partenaires du coup qui s'est positionné en disant on va travailler avec ces nouvelles plateformes là, c'est Microsoft qui ont dit nous on va en faire profiter à tout l'écosystème Azure et l'écosystème Copilot, notamment Copilot M365 pour améliorer justement les temps de réponse. Donc en fait toutes ces nouveautés hardware vont avoir un impact direct côté... Mais c'est quelque chose qu'ils amènent sur une nouvelle plateforme. Donc, quand ils disent on va en faire bénéficier Copilot, sur les futurs data centers demain qui seront délivrés avec ces... Il y a les deux, en fait, ça où ils ont été malins, c'est que pour les clients qui n'y sont pas encore, ils vont construire des nouveaux data centers. Et eux, ils l'auront direct. C'est ça, ils l'auront direct, et enfin, s'ils payent, bien sûr. Et ce qu'ils ont indiqué, c'est que Microsoft, c'est l'entreprise qui a le plus gros data center avec les derniers GPU de dernière génération. Enfin, donc, la précédente génération. Font un roulement et ils ont fait en sorte que l'architecture, même si tu construis pas tout le data center avec toute la nouvelle plateforme, tu peux faire des swaps en fait rapidement, GPU, et en mettre les nouveaux. Donc Microsoft a dit qu'il travaillerait justement sur ces... Au remplacement rapide. C'est ça. Donc en gros, la dernière version, elle est déjà obsolète. Je sais pas si ça sera dans l'année. Là, on arrive sur le sujet de l'impact environnemental. Alors, justement, sur l'impact environnemental... Parlons de cette obsolescence. Ce qui est intéressant déjà, ils ont donné une métrique intéressante sur l'entraînement d'un modèle. Donc, ils ont dit le dernier modèle mis à disposition par OpenAI, donc je pense qu'ils parlent de GPT-4 Turbo. Oui, les 4 Turbo. Avec ses 1,8 trillion de paramètres. Ils disent qu'aujourd'hui, avec vraiment leur plateforme actuelle, c'est 8000 GPU, ça prend 90 jours pour entraîner et c'est 15 MW d'énergie. J'arrive pas à... 1 MW, c'est 400 foyers alimentés en électricité sur une année. C'est quelques parcs éoliens. Voilà. Ou un gros parc éolien. Aujourd'hui, avec leur nouvelle plateforme, pour vraiment garder ces mêmes 90 jours d'entraînement, il leur faut plus que 2000 GPU. Ok, donc déjà 4 fois moins. Et 4 MW d'énergie. C'est rien. Parce que juste pour donner peut-être aux gens, à titre de comparaison de quelque chose de plus palpable qui consomme de l'électricité. Un micro-ondes. Non, la nouvelle salle de concert entièrement en LED à Las Vegas. C'est pas très palpable non plus. Non, mais ça se voit. Tout le monde, je pense, l'a vu. On peut le voir. Le dôme qui est intérieur-extérieur couvert de LED. À chaque concert où il est utilisé, il consomme l'équivalent de 24 heures d'électricité de la ville de Créteil. Et ça choque personne. Voilà, non mais juste pour donner... Il y a des smileys dessus. C'est là où on n'est pas prêt à l'international. La rêve qui te donne, c'est la ville de Créteil. Non mais je veux dire, c'est que c'est en gros, c'est une préfecture. Enfin, je vous parle pas de celle de Levallois. Non mais c'est l'équivalent d'une ville standard. Franchement, je parle pas d'une ville capitale, d'une grosse ville comme Lyon, tu vois. Non, je parle d'une ville standard de pays du Nord, globalement. Donc aujourd'hui, quand on te fait une salle de concert qui consomme autant que 24 heures de consommation électrique d'une ville, ce que vient d'expliquer Kevin, franchement, elle est quoi Oui, mais est-ce que c'est pas un faux débat? Parce qu'en fait, dans le fond, c'est que tu compares un truc qui est déjà déraisonnable, tu vois. Oui, mais justement, c'est qu'on veut taper sur la conso électrique de l'IA, enfin à côté... Mais aussi parce qu'on est qu'au début de son utilisation partout. Mais demain, si tu en as vraiment partout... Mais ce qui est intéressant, c'est que rien que sur l'entraînement, du coup, tu passes de 15 MW à 4 MW, et ils disent même à l'utilisation, parce que finalement, c'est là où on a dit ils économisent déjà, avec leur nouvelle plateforme, 20 kW juste sur le traitement des données. Ok. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de se dire qu'ils ont pris en compte cette considération écologique et donc de tout ce dont on va avoir le débat de plus en plus. Et que derrière, ils essaient, dans tous les cas, d'améliorer la chose. Donc, ce qui est déjà... très bien, et en même temps, c'est pas toujours pas assez. Mais ce qui est vachement intéressant sur cette partie environnementale, il le rappelait, c'est que sur les 8 dernières années vraiment de l'histoire de NVIDIA, sur les 8 dernières années, ils ont fait x1000 en termes de performance sur la partie traitement, calcul pour l'IA. Et ils disent que dans la belle époque, la golden era, on va dire, de l'informatique moderne, entre les années 80 et 90, c'était plutôt un x100 tous les 10 ans. Et là, en fait, ils ont réussi à faire un x1000 et en réduisant, en réduisant l'impact environnemental petit à petit. Une question. Est-ce que ça serait pas super intéressant de calculer, tu vois, on peut calculer l'impact carbone de l'IA, là, globalement, enfin, au moins de l'IA Microsoft, estimé. Est-ce qu'on pourrait estimer l'impact carbone qu'on enlève
par rapport au gain de productivité qu'apporte l'IA. Parce qu'en fait, avant l'IA, les gens faisaient des choses. Et le but de l'IA, c'est de faire un gain de productivité. Mais par exemple, je sais pas, si tu gagnes 3 heures par jour, c'est quoi l'impact carbone des gens ces 3 heures par jour versus l'impact carbone de l'IA? Et ça serait là de voir, est-ce qu'on est positif? C'est comme l'automatisation des process et tout aussi. Non, mais ça serait là de voir. Le sujet du ROI en entreprise. Est-ce qu'on a ROI carbone je pense que ou pas, en fait ça viendra petit à petit. Tu avais un dernier point à voir, le dernier point rapide, c'est la vision qui est vachement intéressante. Déjà, ils disent que l'IA générative, aujourd'hui, en fait, tu es capable de générer du texte, des images, même dans certains cas des molécules pour les scientifiques. En fait, ils disent qu'à terme, tout ce qu'on aura numérisé en fait dans l'histoire, on sera capable de le générer. Et il donnait un exemple qui est vachement intéressant, c'est sur les signaux au niveau des cerveaux, par exemple. Tu serais capable demain, si la technologie avance, de générer ces signaux et de pourquoi pas guérir des maladies comme Alzheimer, ce genre de choses. Toi, tu penses à toi? Moi, je pensais jeu à réalité virtuelle. Moi, je pensais médical quand ils ont donné cet exemple. Moi, je pensais gaming direct. Donc c'est bien ça l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ça va se démocratiser parce que le concept nous permet de générer à peu près tout contenu que tu auras numérisé, c'est ça. Voilà, que ce soit son, image ou texte. Et il y a la partie robotique qui est intéressante. Ils ont fait des gros partenariats, notamment avec une société qui s'appelle Figure, qui compte dans des petits actionnaires comme Microsoft, OpenAI, des petits comme ça. Et du coup, en fait, les capacités de GPT, donc OpenAI a fait des partenariats avec plein de sociétés de robotique qui permettent justement à des robots, grâce à GPT-4 Turbo, de comprendre le langage, les interactions, la voix, et c'est vachement impressionnant. Et du coup, NVIDIA mise fort là-dessus. Et avec toute leur plateforme qui va permettre d'entraîner les robots dans des environnements virtuels pour qu'ils apprennent à marcher, comme des voitures autonomes, comprendre la langue, et avec cette inférence justement qui va être réduite vraiment à un seuil très minime. On n'est pas loin de iRobot. Justement, en tout cas, les premières démos sont impressionnantes. Tu vois, si tu l'as vu la semaine dernière, le robot qui, en analysant tes micro-expressions, la série Like to Me pour ceux qui ont connu, il provoque sur son visage les émotions que tu vas faire une seconde avant que tu les fasses en fait. C'est-à-dire s'il voit aux micro-expressions de ton visage que tu vas sourire, il se met à sourire. En fait, il anticipe tout. Ça, c'est des techniques que tu as depuis longtemps dans l'armée sur l'analyse des pilotes de lignes de chasse notamment. On va fermer le sujet.